Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 27 octobre 2023, il est 10h en France et 17h au Japon pour la dernière fois avant le changement d'heure cette semaine. Et nous revoilà ensemble le vendredi pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée des terres du milieu, à l'exception de toutes les autres. Oui, vous pouvez le dire et le rappeler à qui veut bien l'entendre, j'ai bravé les rhumes, j'ai bravé les Covid et j'ai désormais aussi bravé la grippe, en tout cas presque, d'où mon absence la semaine dernière. Encore, vous m'excuserez, il semblerait bien que je sois venu ici précisément pour souffrir, mais me revoilà, les gens, me revoilà à demi requinqué, plus énergique, plus motivé, plus flamboyant, peut-être moins chevelu que jamais pour cette matinale. Vous le savez, une matinale pop culture engagée dans laquelle on va faire un petit tour, pas piqué des hannetons, de l'actualité pop culture de la semaine passée. On va sourire, on va se révolter, on va regarder des bandes annonces ensemble et se dire ouais, d'accord, je sais pas, tous et toutes ensemble pendant cette prochaine heure, le tout sur fond de bande originale d'animé, vous en avez l'habitude, histoire de découvrir ou de redécouvrir celles et ceux qui les font. Référence affichée, hop, par-ci, par-là, ici, sur ce décidément très capricieux overlay si vous suivez l'émission en direct ou en VOD sur YouTube. Cette semaine, dans Soft Power, les gens, une émission sobrement intitulée Dans la vie, tu parles à des gens, tu crois que c'est des bons gens, mais c'est pas des bons gens, puisqu'on s'intéressera aux conditions de production de la saison 2 de l'animé Jujutsu Kaisen qui vient tout juste de passer sa mi-saison et dont les langues des animateurs et des animatrices du studio Mappa commencent doucement mais sûrement à se délier. Spoiler, c'est comme toujours chez Mappa, c'est pas très beau à voir. On ira faire un tour du côté de chez Disney, la plus grosse société de divertissement du monde qui a fêté vendredi dernier son 100e anniversaire. L'occasion pour la firme à la souris de nous raconter pour la millième fois l'histoire d'un Walt Disney rêveur et tout sourire. Il y aura sans doute des choses à y redire, vous connaissez l'émission. On jettera un œil à la première vraie bande-annonce de gameplay du jeu vidéo Squadron 42, le volet solo de l'arlésienne vidéoludique Star Citizen, un jeu à la production et à l'ambition proprement aberrante. Ce sera l'occasion d'en parler un petit peu. On ira feuilleter aussi le baromètre 2023 du syndicat national du jeu vidéo qui nous en dit beaucoup sur l'industrie du jeu vidéo. En tout cas, ça, c'est ce qu'on pourrait penser avant de se rendre compte qu'il ne nous raconte en réalité quasiment rien. On se préparera aussi à dévorer tous et toutes ensemble le nouvel album des aventures d'Astérix et Obélix, l'Iris Blanc, sorti très exactement hier. Une news dont il est difficile de ne pas parler, tant chaque arrivée d'un nouvel album Astérix est un événement colossal pour le soft power français en soi, et l'Iris Blanc n'échappe évidemment pas à la règle. On parlera également d'un mystérieux magasin nouvellement ouvert dans le quartier de Harajuku à Tokyo par Universal. Oui, ce qui en dit beaucoup, il me semble, des futures stratégies poursuivies par la major du disque du monde de la musique. On verra ça, mais avant de parler de tout ceci, je vous propose d'honorer la tradition de l'émission et de commencer par la classique bande-annonce de la semaine. Cette semaine, pour contrer le mood ambiant et le pessimisme qui sévit sur les réseaux sociaux et sur la toile de manière générale, quoi de mieux que de la couleur, quoi de mieux que des fleurs et du soleil dans les cœurs. Enfilez vos gants blancs, les gens, coiffez-vous de votre casquette fétiche, lustrez votre clé à molette, enfourchez votre meilleur dernier dinosaure et bien plus encore. Et surtout, prenez garde de ne pas toucher ces fleurs-là que vous voyez devant vous. Vous risqueriez soit de vous brûler, soit de faire un bad trip. Here we go! C'est parti!
Royaume champignon, nous voilà. Si comme moi vous êtes un suiveur ou une suiveuse féroce de l'actualité du jeu vidéo, à défaut d'avoir le temps de serait-ce que de recharger vos manettes, vous n'avez sans doute pas pu passer à côté de la sortie vendredi dernier sur console Nintendo Switch d'un nouvel opus vidéoludique canonique de la franchise Mario, scintillement baptisé cette fois-ci Super Mario Bros Wonder. Wonder en référence au Wonder Flower, ces fleurs prodiges en français dans le texte qui, une fois touchées, modifieront de bien merveilleuses et étonnantes manières le niveau dans lequel vous vous trouvez ou la constitution même de votre personnage. Le tout, comme vous avez pu le constater si vous suivez l'émission en direct ou en VOD, dans des environnements classiques 2D, une vraie fausse 2D, puisque les sprites sont en 3D, vous l'aurez vu, 2D qui, malgré l'avalanche de titres extraordinaires parus ces dernières années dans le monde du jeu vidéo, souffre toujours assez injustement d'une image de jeu plus simple à produire et dans le cadre de Mario, de jeux parfois plus mineurs dans une franchise qui jongle pourtant régulièrement entre les perspectives. Et pourtant, les gens, c'est précisément là qu'il n'en est rien, puisque pour ce Mario 2023, les exécutifs de Nintendo ont mis les petits plats dans les éléphantesques. Réalisation confiée à Silo Mori, fraîchement débarqué de celle de New Super Mario Bros. U Deluxe en 2019. Direction artistique confiée à Masanobu Sato, ayant travaillé sur les lead design ou les chara design de New Super Mario et des derniers Mario Kart. Game design à la charge de Eiji Mikao, de Hajime Nakao et surtout de Koichi Hayashida, lui-même réalisateur des deux Super Mario 3D Land et World. Takashi Tezuka à la production, un des piliers des franchises Nintendo, souvent cité comme un des bras droits historiques de Shigeru Miyamoto. Ou encore Koji Kondo à la musique, on ne présente plus, le monstre derrière les thèmes que vous connaissez si bien de Mario et de Zelda. Et si je vous cite ces noms, pour beaucoup issus du travail des Mario 3D, ce n'est pas un hasard, puisqu'il a longtemps s'agi pendant le développement même de ce Mario Wonder, et notamment pendant ses phases de pré-production, de précisément tirer des enseignements des expériences Mario 3D, notamment de monde ouvert, de leur gestion de la difficulté, de leur centration sur la recherche et la trouvaille d'une foultitude de secrets, partout, tout le temps, pour établir un vrai gros nouveau Mario 2D, oui, mais ambitieux et bien dans son époque, et pour pouvoir proposer d'incroyables secrets tout le temps, le mieux c'est d'avoir d'incroyables idées tout le temps, d'où l'organisation très tôt, pendant les phases de pré-production, de séances de partage d'idées où des programmeurs aux designers, en passant par les producteurs et les sound designers, tout le monde était enjoint à noter sur des post-it des idées de gameplay qui pouvaient n'avoir aucun lien avec leur champ d'expertise. Hop, petit papier, Mario pourrait se syndiquer, hop, post-it glissé dans le capi qui était sur la table. En tout cas, ça c'est un exemple de ce que vous auriez pu proposer si vous étiez chez Nintendo pendant la pré-production de ce Mario Wonder, avant bien sûr qu'on vous dise Tanaka-san, t'as un peu de temps pour passer aux ressources humaines demain 2 heures après ton crunch s'il te plaît? Tiens, à ce titre, les gens, j'ouvre une petite parenthèse, je vous glisse ça rapidement parce qu'on a eu le droit cette semaine à une superbe déclaration de la part de Doug Bowser, le président de Nintendo of America, qui a souligné, vous pouvez d'ores et déjà l'encadrer, comme la Palme d'Or 2023, il n'y a plus de concurrence possible, je le cite, nous n'avons actuellement pas de syndicat chez Nintendo of America et cela est dû en partie aux commentaires des employés que nous observons, à savoir un degré élevé de satisfaction au travail et d'engagement en général. Ah, mais c'est parce que les gens sont contents qu'il n'y a pas de syndicat en fait. Après tout, qui n'aurait pas envie de travailler chez le petit artisan japonais, c'est clair. Enfin, peut-être celles ou ceux qui auront lu en amont cet exposé de Kotaku de 2002 qui mettait en avant les contrats précaires, les bas salaires, l'absence d'avantages sociaux courants chez Nintendo, quand ce n'est pas les sous-traitants qui critiquaient frontalement le traitement qui leur était réservé, une culture d'entreprise autoritaire à la plume d'hygiène quelques semaines après, ou peut-être celui ou celle qui aura lu les détails de la récente affaire Mackenzie Clifton, employé de Nintendo, licencié officieusement après avoir posé des questions un petit peu trop directes sur les mouvements de syndicalisation ayant actuellement lieu aux États-Unis dans le monde du jeu vidéo, ou peut-être encore celles et ceux qui auront davantage lu les articles sur ces périodes de crunch énervées du début des années 2000 chez Nintendo Japan, période nommée Mario Time, où il fallait bosser jusqu'à 3 h du matin, la bouche en champignons, et surtout pas trop s'en plaindre. Fin de la parenthèse.
revenons à nos champignons. Pour ce Mario Wonder, donc des milliers d'idées proposées, nous dit-on, très tôt par tout le monde, dont celle d'un commentaire audio permanent qui aurait suivi vos parties du début à la fin. Merci de ne pas l'avoir implémentée celle-là. Résultat, une sortie calibrée pour vendredi dernier, 4 mois seulement après le dévoilement du titre, et déjà un important score de 93 sur Metacritic et de 8.9 en note des joueurs, qui montre, malgré les réserves qu'on doit avoir pour ces agrégateurs de notes, dont on a déjà parlé ici dans Soft Power, que Mario Wonder en a émerveillé plus d'un, actionnaire inclus, puisque ce Mario Wonder a déjà battu en Europe tous les records de la série après seulement 3 jours de vente. Pas mal, puisque c'est bien de ça dont on parle ici, d'émerveiller, d'étonner, de divertir et de sérieusement marquer durablement l'imaginaire du plus grand nombre. Parce qu'en bien des aspects, ce Mario Wonder est historique, les gens. Historique, parfois sur du détail, c'est vrai, puisqu'il est la première entrée dans la franchise depuis que le comédien de doublage de longue date de Mario, Charles Martinet, a pris sa retraite, remplacé au champignon levé par le jeune Kevin Afghani. Historique aussi parce que un Mario 2D, c'est une première pour la franchise depuis New Super Mario Bros. U, sorti originellement en 2012, et le temps passe vite. Mais historiquement surtout parce que ce Mario Wonder clôt une année monstrueuse pour Nintendo sur le terrain de ce que la société aspire désormais à être, une entière société de divertissement dont le véritable cœur de métier sont ses propriétés intellectuelles et dont le jeu vidéo, toujours objet central pour la firme évidemment, tente à devenir un support de diffusion parmi d'autres, de très loin le plus important, ça va de soi, mais parmi d'autres, d'où la déclaration de Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, qui rappelait il y a quelques mois que désormais l'objectif de la société était d'augmenter le nombre de personnes ayant accès à la propriété intellectuelle de Nintendo dans le monde, et d'où la déclaration de ce cher Doug Bowser, pas de syndicat dans mon bonheur, au Washington Post, je le cite. En fin de compte, c'est ce qui est important pour nous, garder les gens engagés, les amener sur nos plateformes ou simplement sur nos propriétés intellectuelles, et ce, par divers moyens, puisqu'il faut rappeler que si cette année a été celle, évidemment, d'un succès record pour le brillant The Legend of Zelda Tears of the Kingdom et d'une excellente 6e année pour la Nintendo Switch, que beaucoup enterraient beaucoup trop tôt, elle a aussi été l'année historique d'ouverture d'un Super Nintendo World au sein des studios Universal en Californie. Elle a surtout été celle d'une réentrée fracassante de Nintendo dans le monde du cinéma avec The Super Mario Bros. Movie, juste devenu le deuxième film d'animation le plus rentable de tous les temps avec ses 1,4 milliard de dollars au box-office mondial. Super Mario Bros. Wonder se présentant par ailleurs ainsi comme le premier jeu Mario post-sortie, post-succès colossal du film. Et tout ça sans parler de l'ouverture d'un Nintendo Museum en préparation, d'un renforcement du partenariat avec Lego, de l'augmentation du nombre de Nintendo Store, des sketchs validés pour le Saturday Night Live, de l'organisation d'un tout premier événement Nintendo Live aux États-Unis pour les familles à Seattle, courant septembre, j'en passe, et des plus bizarres encore, à coup de grands débats sur les réseaux sociaux sur les fesses de Mario. Et c'est dans ce sens, il me semble, que ce Super Mario Wonder a une place tout à fait particulière dans la franchise Mario, en ce qu'il est là aussi pour préparer Mario à l'avenir, un jeu qui se veut le plus ouvert possible, qui fait de son imagerie moderne et chatoyante plaquée sur une construction 2D, de son design ouvert, prompt à permettre différentes approches du jeu, l'étendard de ce que Mario a vocation à être dans la prochaine décennie, une figure ambivalente, à la fois nostalgique et moderne, extraordinairement stable et étonnamment source d'imprévus, comme ce Mario Wonder nous le montre, et de merveilles évidemment. Une figure ouverte, fondamentalement multigénérationnelle, à l'image de l'équipe de développement de ce Mario Wonder, plastique, dont on va à la fois créer et suivre la course, dans le sillon de laquelle se présenteront toujours un peu plus tous les autres grands personnages de Nintendo, parce qu'au fond, merci Mario, mais la richesse est dans un autre chapeau. Bref, pour celles et ceux qui voudraient attraper les fleurs et s'envoler vers d'autres cieux à dos de Yoshi ailé, Super Mario Bros. Wonder, c'est depuis vendredi dernier disponible dans toutes les bonnes boutiques physiques ou en ligne. Mamma mia, comme dirait l'autre. Professionnelle fédératrice de l'industrie au niveau national, le SNJV a rassemblé en 2022 230 adhérents, entreprises du jeu vidéo en France, développeurs, éditeurs, organismes de formation, prestataires de services et fournisseurs de technologies. Les actions menées cette année ont permis de renforcer notre écosystème, d'attirer plus de talents et de rendre notre pays attractif auprès de nos partenaires étrangers. Influence et affaires publiques. Par un travail de fond et des échanges réguliers avec le gouvernement, les parlementaires.
Pour celles et ceux qui étaient là il y a un petit peu plus d'un mois, vous vous souviendrez peut-être qu'on avait reçu, après l'émission, des membres du syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, venus nous parler de leur travail au sein du syndicat, de la constitution de celui-ci, mais aussi de leur baromètre 2022 de l'industrie du jeu vidéo, leur indicateur de tendance pour l'industrie si vous préférez. Et ça tombe bien puisque cette semaine, un nouveau baromètre vient de pointer le bout de ces statistiques, la 8e édition du baromètre annuel publié par le SNJV pour être plus précis. Le SNJV est un syndicat national du jeu vidéo. Jolie étiquette pour l'organisation patronale du jeu vidéo, souvent surnommée le MEDEF du jeu vidéo, pour un baromètre qui offre une vue d'ensemble du secteur du jeu vidéo en France pour l'année 2022. Réalisé sur 4 mois auprès d'entreprises spécialisées dans le développement de jeux et avec un taux de réponse de 23%, nous dit-on, ce baromètre a vocation à nous esquisser les quelques tendances d'une industrie en recalibrage suite à la frénésie opérée pendant la pandémie. À l'arrivée, on constate notamment que la production de jeux vidéo se maintient en France, 1257 titres en cours de production en 2022, 776 commercialisés pendant l'année, une production légèrement en baisse par rapport à 2020 mais qui se maintient, nous précisons, grâce à un arsenal de dispositifs fiscaux, à commencer par le fameux crédit d'impôt jeux vidéo français qui figure parmi les ressources financières les plus importantes pour les développeurs. Plus intéressant encore, on observe qu'un tiers de l'industrie française a désormais adapté un rythme de télétravail à temps plein, que la moitié des entreprises est localisée en région, que la plupart d'entre elles ne sont pas tout à fait optimistes quant aux perspectives d'avenir. Je me demande bien comment ça va se traduire ça concrètement au niveau des équipes. Spoiler, on a déjà des pistes sur comment ça se passe à l'étranger. C'est pas tout à fait glorieux. On peut aussi noter une plus grande proportion de femmes dans l'industrie. 24%, c'est pas beaucoup, c'est peu, c'est toujours très peu, mais c'est 10 points de prix en 10 ans. On peut notamment aussi noter que 76% de l'industrie est en CDI et que 400 à 600 nouveaux emplois à créer sont attendus cette année, ce qui est tout à fait super. Et des chiffres, il y en a encore beaucoup d'autres dans ce baromètre que je vous invite à découvrir. Lien en description évidemment. Sauf que il y a un hic, les baromètres, ce sont des outils de mesure et en tant que tels, ils sont extrêmement dépendants de la méthodologie, du but poursuivi, des questions posées et de l'échantillonnage. En ce sens, et même s'ils peuvent être, et peuvent même l'être souvent, des révélateurs de quelque chose, ils doivent toujours être mis en perspective si l'on souhaite saisir le réel de toute une industrie. Après tout, à quoi bon se féliciter en grande pompe d'une plus grande proportion de femmes dans l'industrie si l'on ne met pas ces chiffres en parallèle avec les myriades d'affaires de harcèlement moral et sexuel qui ont éclaté ces dernières années dans les studios, notamment français, Ubisoft et Quantic Dream en tête? À quoi bon parler des envies de création d'emplois si on ne constate pas en même temps les larges mouvements de licenciements qui ont eu lieu ces derniers mois pour rationalisation des coûts, pour répondre au post-Covid, nous dit-on, ou pour contourner officieusement la syndicalisation des travailleurs et des travailleuses qui s'annonçaient déjà trop zélés? À quoi bon parler également de télétravail, de régionalisation des professions si on ne s'intéresse pas à la question de la surreprésentation des CSP+, mais surtout à la question centrale du crunch, dont les chiffres d'un autre baromètre, celui du syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, font froid dans le dos dans une industrie où 22,5% des salariés estiment avoir effectué au moins une période de crunch au cours de l'année écoulée, et parmi ceux-là, 9,6% les gens, 9,6% sur une période de plus de 3 heures par jour pour des crunchs pouvant durer parfois plus de 3 mois. C'est plus des crunchs à ce niveau-là, c'est littéralement la matérialisation d'un 13e mois. Ces mêmes crunchs dont Julien Villedieu, délégué général du syndicat national du jeu vidéo, disait même au micro de Libération dans le cadre d'une enquête sur les formations du jeu vidéo qu'il n'existait pourtant plus. À quoi bon également les gens mesurer l'âge moyen des joueurs et des joueuses de jeux vidéo, qui plus est avec des méthodologies à rien douteuses qui ont tendance à écarter du décompte celles et ceux de moins de 10 ans, si on ferme cette analyse à la fréquence et à l'intensité de jeu, car comme le soulignait Vincent Berry et consorts dans leur livre commun La fin du game, nos pratiques culturelles du jeu vidéo se différencient moins par leur intensité que par la nature même de l'activité et en particulier la manière dont elle structure notre quotidien. Oui, on joue tous et toutes bien sûr, mais à quoi ? Avec qui, de quelle façon, à quel jeu, dans quelles conditions, pourquoi? Toutes ces questions qui sont des champs de recherche à part et qui doivent nous éclairer sur le réel de nos pratiques culturelles ne peuvent trouver aucune réalité dans un énoncé aussi abstrait et peu vrai que 54% des Français jouent régulièrement et ont 38 ans en moyenne. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
pas grand-chose. Bref, comme chaque année, les gens, un baromètre du SNJV extrêmement parcellaire, totalement tourné vers l'industrie du jeu vidéo dans ce qu'elle peut avoir de rayonnante et avec le moins d'aspérité possible, avec une prise en compte extraordinairement et risiblement faible des travailleurs et des travailleuses qui la composent, si bien qu'on se demande un peu à l'arrivée ce qu'on a réellement lu, de quoi se remotiver à lire le baromètre 2022 du syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo et de revoir à l'occasion la VOD de notre discussion qui, un jour, oh oui, un jour, sera disponible. At the heart of this immersive adventure, you'll find cutting-edge cinematic storytelling, thoughtfully crafted to fully immerse you into your story. We fight today. So in 40 years from now, when you're surrounded by everything and everyone you hold dear, and they ask, what did you do in the Battle of Vega? You can look them in the eye and say, I held the line. Men and women of the Second Fleet, I am proud to stand with you today. Good luck. Bishop out. Nice speech. Any word from the recon team? Not yet. Well, let's get into position. Throughout the polish phase, our team is taking every opportunity to push things to the next level. Tell me you're expecting company. This is not good. Vicinity. Enfin une date de sortie pour Squadron 42, le jeu de... Ah, attendez, on me signale dans mon oreillette cosmodisique que non, attendez, on n'a toujours pas de date de sortie, non, on n'a rien du tout, pot de balle, The Big Up Week, nope. La date elle-même a été moissonnée, bon, rien du tout. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, un petit récapitulatif spatial s'impose. Squadron 42, dont vous venez de voir des extraits d'une vidéo de présentation, c'est un jeu vidéo solo en cours de développement chez Cloud Imperium Games, où l'on incarnera un pilote de chasse au sein d'une unité militaire d'élite, l'escadron 42, au sein du système solaire Odin. Le tout entouré, comme vous avez pu vous en rendre compte, par un casting 5 étoiles bleues assez délirant, parmi lesquels Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, Mark Strong, Andy Serkis, Sophie Wu, John Rhys Davis ou encore Henry Cavill. On se croira en 2007 devant les wishlists d'acteurs pour Dragon Ball Evolution. Ça n'a strictement aucun sens. Et si ce Squadron 42 est aussi particulier et peut au passage s'offrir une si belle brochette de grands noms du cinéma, c'est surtout parce que c'est un jeu solo issu du grand projet multijoueur massivement en ligne Star Citizen, le projet financé sur plateforme de financement participatif de tous les records, ayant amassé depuis le temps plus de 600 millions de dollars. Les gens, 600 millions, c'est 3 fois le jeu Last of Us 2, c'est le prix du contrat de Kylian Mbappé pour prolonger au PSG, c'est aussi ce que réclame le gouvernement français d'économie pour l'hôpital français en 2024, 600 millions avec plus de 4,8 millions de donateurs, c'est absolument pharaonique et c'est absolument jamais sorti depuis l'annonce de production du jeu en 2012, autant pour sa grosse partie multijoueur que pour sa composante solo, ce qui fait qu'au fil des années, assez légitimement par ailleurs, à part pour les férus de voyages spatiaux qui ont bien souvent déjà mis la main au portefeuille, et même les deux, Star Citizen est régulièrement cité comme cette petite ritournelle, cette petite blague qu'on se raconte au coin du feu avant d'aller se coucher, le scam parfait en mode « Hey, tu te rappelles ce jeu à 600 millions de dollars jamais sorti, qui propose régulièrement de nouveaux vaisseaux en alpha test à 500 $ l'unité ?» Non,
Bah moi non plus. Un jeu qui a bâti l'entièreté de son système économique autour d'un financement continu en flux tendu depuis 10 ans et qui n'a jamais su et ne sait toujours pas se départir de date butoir. Alors qu'en 11 ans après son annonce, on nous annonce lors de la CitizenCon 2953, l'événement annuel dédié à la franchise Star Citizen, que tout le contenu et que toutes les fonctionnalités du jeu Solo Squadron 42 sont désormais en place, que les développeurs peuvent désormais y jouer du début à la fin et que ça y est, les équipes et notamment les testeurs et testeuses qualité, s'il en reste, entrent dans le long travail de peaufinage, d'optimisation, de mise au point de tous les aspects du jeu. On ne sait plus très bien si on a le droit de sortir de la blague enfin et si on peut se prendre à rêver d'une sortie dans les très prochaines années de celui qu'on nous présente souvent comme un Wing Commander nouvelle génération. D'où cette longue présentation de séquences de jeu que vous avez pu voir en introduction qui nous montre de bien jolies choses visuellement, à défaut d'être esthétiquement très inspiré. Et même si ce qu'on me montre personnellement ne me semble pas très intéressant à jouer, ça on jugera sur pièce. Évidemment que je mettrai la main dessus sans hésiter, vous me connaissez. Il y a des vaisseaux, il y a des étoiles, il y a du Henry Cavill. Évidemment, faites signer Keanu Reeves aussi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais ce qui est certain, les gens, c'est que ce Squadron 42 est, à ce niveau de production, une rareté absolue dans le monde du jeu vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'assez classiquement dans ce médium, on est dans un développement de produits culturels liant des financeurs, des développeurs, des éditeurs et toute une pipeline de production. Mais là où Cloud Imperium Games diffère des structures plus classiques de production à fortiori pour des créations assez haut budget, c'est bien par son plein contrôle des tenants et des aboutissants de sa production, que ce soit par la maîtrise de sa propre plateforme de distribution, puisqu'il faut s'inscrire sur robertspaceindustriescom, la maîtrise de son financement, très majoritairement participatif aujourd'hui par sa plateforme de crowdfunding, même s'il faudra noter ça et là ces dernières années l'apport de capitaux privés en tout genre évidemment, une maîtrise de son calendrier à l'excès, on l'a compris, et une maîtrise évidemment de sa direction artistique, ça d'accord, mais aussi les gens, il faut quand même le souligner, une étonnante transparence avec les joueurs et les joueuses, une transparence malgré des accros, des non-dits, des retards, des milliers de critiques possibles à faire évidemment, mais une étonnante transparence tout de même pour une production d'une telle envergure avec ces dizaines d'alpha, de pré-alpha, de modules jouables, de newsletters, de communication officielle et de cette CitizenCon annuelle, une sorte d'événement / conférence / fan club à ciel fermé. Bref, une sorte de contrôle quasi total sur la production qui a permis pendant des années et qui permet encore depuis des années à Cloud Imperium Games de se vendre comme une entreprise indépendante et de jouer la carte David contre les Goliaths de l'industrie. Un David à 600 millions de dollars de financement, je le rappelle, une somme dont les Goliaths qui la possèdent se comptent uniquement sur les doigts d'une main, mais une imagerie d'indépendance que Cloud Imperium Games travaille au corps dans une industrie où le fait de se dire indépendant compte plus que de l'être réellement, parce que des questions à se poser matériellement, il y en a. De qui est-on indépendant? À quel moment de la production l'est-on? Et qui dans l'équipe l'est réellement? Si les trois développeurs ennemis du jeu Hollow Knight peuvent se targuer dans une certaine mesure d'avoir été indépendants pendant la production de leur jeu, qu'en est-il des employés de Cloud Imperium Games, littéralement salariés, littéralement en contrat de subordination avec les grands pontes du studio, qui s'indépendantisent de quoi? Alors, les gens, évidemment, comprenez-moi bien, il n'est pas question de dire que pour pouvoir s'afficher indépendant, il faut travailler dans une cave, dans le Dakota du Sud, sur de vieilles Amstrad, de récup, pour coder un jeu en noir et blanc, en écoutant en boucle la version Tango de Megalomania, en se finançant par des origamis qu'on vendrait au stand de limonade, qu'on tiendra en parallèle le jeudi soir lors des soirées étudiantes. C'est pas ça. Mais entre ça et une boîte d'1 millier d'employés depuis sa fusion avec Turbulente, il y a peut-être une marge qu'il pourrait être intéressant de constamment questionner du fait que depuis quelques années désormais on affuble à la notion d'indépendance un amoncellement de valeurs, de probité, de qualité, d'innovation aussi, qui parfois empêche de mettre le nez, les mains, les yeux dans des écosystèmes économiques douteux à base de promesses infinies et dans des conditions de travail au mieux questionnables où des travailleurs et des travailleuses ont dû par exemple rattraper des dizaines d'heures de travail du fait d'une tempête de neige qui avait coupé le courant de la boîte. Venez le week-end ou travaillez sur vos congés pour rattraper tout ça. Leur avait-on répondu avec indépendance, j'imagine, puisque se dire indépendant ou être défini comme indépendant aujourd'hui dans le jeu vidéo
ne veut plus matériellement dire grand-chose si on ne s'intéresse pas en même temps à la réalité des rapports de pouvoir qui égrènent l'industrie et les studios eux-mêmes au cas par cas et à un instant précis de la production. Bref, voilà les gens, on est peut-être à l'encablure de quelques mois, de quelques années, peut-être encore, de la sortie, enfin, de la partie solo de Star Citizen, Squadron 42, une sortie qui va permettre de décaler encore celle de Star Citizen, on n'en doute pas une seconde, mais une sortie quand même qui devrait mettre fin à une partie d'une très mauvaise plaisanterie qui a bien trop duré, même si je suis absolument sceptique, vous l'aurez compris, sur les qualités ludiques du titre qu'on nous a présenté. Ça, comme toujours, on jugera sur pièce, vaisseau à la main et vitesse supraluminique dans les cheveux, si une date veut bien tomber un jour, comme mes cheveux par ailleurs. じゃあラブがないかって言ったらね、ただ自分の中ではアイドルさんがありえないっていうのはどっかでその辺は理性が働いてるんで、今のアイドルだから優しく接してくれてるし。ずっとそばにいてね、最愛の人、ミタッチ。あなたのお名前は、そこから始まったミタッチとユカとの時間。Une courte news musique cette semaine qui pourrait sembler assez anodine de premier abord, puisque Universal Music Japan a annoncé vendredi dernier l'ouverture officielle d'un magasin Universal d'un genre un peu particulier au cœur du quartier de Harajuku, un magasin entièrement dédié aux superfans. Alors, superfans, c'est ce terme très en vogue ces derniers mois qui désigne spécifiquement celles et ceux qui sont prêts à dépenser plus que la moyenne des fans en produits dérivés, en musique et en autres contenus, constituant de fait un public extraordinairement lucratif, vous l'imaginez bien. Pour Michael Nash, vice-président exécutif et directeur numérique d'Universal Music Group, UMG, il s'agit même de penser puis de bâtir un tout nouvel écosystème autour de ces personnes prêtes à payer plus pour gagner plus. Je vous en reparle dans quelques secondes. Selon le rapport musical de mi-année de Luminet, observateur du marché américain qui propose notamment des analyses sur les industries de divertissement, ce serait 15% de la population générale américaine qui se classerait dans ces fameux superfans, ceux-ci dépensant dans le cadre de la musique en moyenne 80% de plus que l'auditeur moyen du pays, avec une plus forte propension des acheteurs et acheteuses de musique physique à le devenir, le tout dépendant bien évidemment également de vos genres de prédilection. Luminet rapportant notamment que les fans de K-pop sont plus susceptibles d'investir dans du CD ou dans du vinyle physique que les fans de hip-hop ou de rock par exemple. Même chose pour le rapport mené par Goldman Sachs la même année qui précisait que l'établissement d'un marché dédié aux superfans pourrait être une opportunité colossale pour les maisons de disques, pouvant d'ici 2030 rapporter plus de 4 milliards de dollars supplémentaires par an à l'industrie de la musique enregistrée. Et s'il y en a bien un qui croit beaucoup à ce nouveau modèle qui s'articulerait autour de ces superfans, c'est bien UMG, a fortiori au Japon, vous l'aurez compris. Japon, je le rappelle, deuxième industrie musicale au monde et dernière industrie majeure où les ventes physiques surclassent encore les diffusions en streaming, ce qui en fait de facto le leader mondial des ventes de musique physique, les revenus des ventes de CD au Japon ayant dépassé, on en avait déjà parlé, 987 millions de dollars en 2022, d'où ce grand magasin ouvert en plein quartier de Harajuku, encore considéré comme un poumon de mode, de culture, de fandom et de consommation. Un magasin étalé sur 4 étages qui a donc ouvert vendredi dernier et dont j'aurais bien aimé vous rapporter quelques images si la grippe ne m'avait pas pris en chasse. 4 étages entièrement dédiés à des expériences, nous dit-on, pour les superfans, mais surtout des étages dédiés au lancement de futurs produits des artistes UMG, dédiés à des boutiques éphémères, dédiés à des espaces de rencontre aussi avec les artistes en question. Ce qui devrait vous rappeler également à ce qu'on avait pu dire sur l'application coréenne Weverse qui cherche précisément à lier socialement, émotionnellement et économiquement les fans les plus dévoués et les artistes de leur cœur. Et quel major s'était engouffré rapidement dans le projet UMG, oui. De la suite dans les billets, oui. Et pourquoi tout ceci est important, les gens? C'est justement parce que depuis quelques années maintenant, la plupart des majors recherchent de nouveaux modèles de financement et de rémunération des artistes, notamment pour leur plateforme de streaming. Actuellement, le modèle le plus courant est ce que l'on appelle le modèle du prorata, où l'on calcule le revenu par écoute en divisant le montant total généré par la plateforme par le nombre total d'écoutes, le revenu étant réparti ensuite entre les ayants droit
en fonction de leur part de marché, un modèle qui ne tient pas en compte des préférences individuelles des utilisateurs, qui a posé et pose encore aujourd'hui de nombreux problèmes de siphonnement des artistes et de dilution des parts de marché devant l'offre croissante. Je passe les détails, mais ce que vous devez comprendre les gens, c'est que si ce modèle est le plus courant, beaucoup font pression depuis des années pour y trouver des alternatives, d'où l'élaboration du système de micro-paiement ciblé à la Mdundo dont on avait parlé ici déjà, d'où le système de pourboire à la Tencent Music, d'où le modèle centré sur l'artiste brandé par UMG, modèle qui intéresse également beaucoup Spotify, a-t-on également appris cette semaine, un modèle qui vise à rémunérer les artistes en fonction des écoutes réelles des fans et non pas de leur part de marché, où vous avez grosso modo, je ne rentre pas spécialement dans le détail, un bonus aux artistes qui génère plus d'engagement avec tous les biais et défauts conséquents que vous pouvez imaginer, et d'où désormais les gens des modèles qui lorgnent fort vers un nouveau modèle dit alimenté par les fans, proche du modèle centré sur l'artiste du UMG, mais qui met l'accent sur le rôle des fans et notamment des super fans dans la création de valeur pour les artistes. Un modèle, vous l'aurez compris, qui cherche à exploiter l'engagement des fans sur les plateformes et les réseaux sociaux pour générer une plus grande valeur commerciale pour chaque type d'artiste en proposant par exemple, pourquoi pas, de nouveaux paliers d'abonnement plus chers qui permettraient aux super fans de bénéficier de certains privilèges en particulier. Tout est encore en réflexion, mais la proposition de ce grand magasin UMG à Harajuku est littéralement une nouvelle pièce mise dans la machine et c'est sans surprise au Japon que ça se passe. Un des avenirs possibles, les gens de l'industrie musicale mondiale, donc qui, au fil des news dans Soft Power, commence légèrement à devenir plus clair. À bon entendeur, salut, littéralement. Ça y est, ils sont partis! Formidable! Viens, Minnie! C'est l'heure! Il faut prévenir les autres. Youhou! La photo, les amis! D'accord. Venez, les amis! Nous partons! De l'eau. 100 ans d'histoire. Du rose! Oh, je dis bleu! 100 ans de magie. Oh, la barbe! Quel malheur! Tu crois que tous les méchants seront également présents? Pas tous. Disney vous invite à célébrer 100 ans de magie avec le nouveau court-métrage original Il était une fois un studio. Dingo, attention! Nouveau court-métrage original en streaming le 16 octobre. La semaine dernière, la Walt Disney Company a fêté son 100e anniversaire, 100 ans depuis la création par Walt Disney de son entreprise Disney Brothers Studios en 1923, 100 ans pour être rebaptisé Walt Disney Productions en 1929, puis The Walt Disney Company en 1986 pour devenir ce qu'est Disney aujourd'hui, le premier groupe de divertissement au monde. Rappelle qu'en 2019, seulement pour sa partie cinéma, l'entreprise Disney était à l'origine du tiers du box-office américain et canadien, du tiers à elle seule. C'est colossal, mais si l'anniversaire était officiellement vendredi dernier, il faut bien voir que c'est toute cette année qui a été dédiée à la confection d'un gigantesque gâteau à l'effigie de la marque, puisque ces derniers mois se sont mêlés une campagne publicitaire intitulée Disney 100e anniversaire qui rend hommage à l'histoire magique, comprenez, très revue et corrigée de la société. Un court-métrage original appelé Once Upon a Studio, sorti la semaine dernière sur Disney+, qui raconte les coulisses de la création des films d'animation Disney et dont vous avez pu voir ou entendre quelques extraits en introduction de cette news, mais aussi un nouveau film d'animation nommé Wish, Achat et la Bonne Étoile qui sortira au cinéma le 22 novembre prochain et qui nous parlera d'un royaume où tous les vœux peuvent être exaucés. C'est une mise en abîme subtile, mais c'est aussi l'organisation en grande pompe d'une opération caritative Create 100 pour des enfants atteints de maladies graves. C'est l'installation d'une grande statue de Walt Disney et de Mickey baptisée le Faiseur de rêves, carrément à Disneyland Hong Kong. C'est des nouvelles collections Lego, c'est une exposition mondiale itinérante qui présentera des objets rares et des inédits issus des archives de la société et une soirée à venir exceptionnelle et époustouflante, nous dit-on dans les parcs. Je sais pas pour vous, mais moi j'en suis déjà
tout est poustouflouté parce que vous l'aurez déjà compris, si vous êtes des habitués de l'émission, évidemment, les 100 ans de Disney, c'est surtout une énième occasion de dérouler une nouvelle fois un récit tout à fait particulier, celui de l'oncle Walt Disney, prodige d'imagination et des grands sourires, force créatrice, enfant dans l'âme, grand rêveur, et parfois amateur, il est vrai, de bal costumé avec des brassards rouges au bras. Oui, bon, d'accord, mais grand rêveur quand même, à l'origine de toute cette histoire, cette fameuse signature fondatrice du 16 octobre 1923 d'un contrat avec son frère Roy O. Disney pour réaliser une série de 6 dessins animés sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles pour la distributrice M.J. Winkler, ce qui sera considéré comme l'acte fondateur du Disney que l'on connaît aujourd'hui et de ses innombrables succès. Ces succès, vous les connaissez et le studio a beaucoup fait encore et fera toujours beaucoup pour que vous ne les oubliez jamais. Le génie de Steamboat Willie de 1928, vrai faux premier film d'animation parlant, avec son Mickey d'abord dessiné par Walt, puis affiné par l'animateur Hubbyworks, qui a très rapidement donné naissance à des produits dérivés, des clubs Mickey Mouse, des bandes dessinées, etc., etc. Et puis Blanche-Neige, et puis les parcs à thème Disneyland, avant de déboucher sur une écurie de cinéma de renom, des émissions de télévision, des pièces de théâtre, des bateaux de croisière, des écoles d'art, des concours pour les Jeux Olympiques, des innovations dans bon nombre de domaines, notamment à destination de leur parc, et plus récemment, un service de streaming, entre autres dizaines d'entreprises. Une belle et longue histoire remplie de rêves, de rencontres, de couleurs, d'espoir, fondée sur celui qui aurait dit « Vous ne devez jamais laisser personne définir votre limite. Votre seule limite, c'est votre âme. » Il faut vraiment être très connu pour qu'on tienne de vous des phrases aussi claquées au sol. Alors oui, la seule limite, c'est votre âme, d'accord, sauf si vous avez un patron. Et pas de chance, Walt Disney en était aussi un, et pas tout à fait loué pour sa grandeur d'âme, justement, ni pour son extraordinaire gestion financière de l'entreprise. Écart de salaire important, licenciements arbitraires, obscur système de distribution de primes, travail obligatoire le samedi, horaire extensible à la demande, gestion chaotique des équipes, tension croissante au fur et à mesure que l'entreprise s'endettait. On menait le long de la vie d'un Walt Disney décrit comme exigeant, dur et colérique, à des crises, à des points de crispation, à des points de lutte avec les animateurs et animatrices de la société, jusqu'à un des points culminants de l'histoire de Disney qui, étonnamment, ne fait pas partie de tous ces jolis documentaires et courts-métrages pour Disney+. En pleine crise économique, le 28 mai 1941, 334 salariés du studio se mettent en grève, une grève historique nommée par Tom Cito, ancien président de la section locale 839 de The Animation Guild, la guerre civile de l'animation. Grève qui a tenu jusqu'à ce que Walt Disney reconnaisse l'existence d'un syndicat en son sein, mais qui a surtout permis aux centaines d'animateurs et d'animatrices d'obtenir pension, assurance maladie et le niveau de vie le plus élevé du monde de l'animation à l'époque. Une grève centrale qui a changé durablement les représentations dans le milieu de l'animation et qui, au passage, à l'époque, avait aussi renforcé les attitudes clairement anti-syndicales, anticommuniste et impérialiste de Walt Disney lui-même. Walt Disney qui, du fait également de sa production de films de propagande pour soutenir l'effort de guerre, était rapidement devenu pour beaucoup, notamment chez les démocrates, qui ne voyaient globalement jusqu'alors que le rêveur et le cadeau du ciel pour l'Amérique, un apparent capitaliste culturel de masse, ce qui est tout de suite beaucoup moins facile à narrer, vous en conviendrez, puisque vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas ici pour moi de dire que Walt Disney était seulement ceci ou cela, mais au contraire de redonner toute sa place à la complexité du réel et aux trajectoires de milliers de petites mains qui ont concrètement bâti à ses côtés l'histoire du monstre de divertissement qu'est Disney aujourd'hui. Des milliers de petites mains qu'il s'agirait de ne pas oublier, a fortiori ou avec le rachat de Pixar en 2006, de Marvel en 2009, de Lucasfilm en 2012 et de la 20th Century Fox en 2019. C'est aujourd'hui plus de 220 000 travailleurs et travailleuses à travers le monde qui travaillent chez Disney. Moins 7000 cette année, c'est vrai, pour des raisons de gain d'efficacité. Carrément, là, ils avaient même plus le temps de faire semblant de maquiller ça en rationalisation des coûts. Puisque, évidemment, et a fortiori, à l'occasion du 100e anniversaire, on comprend bien que la Walt Disney Company a plus que jamais besoin de mythifier son homonyme en le présentant sous la lumière la plus flatteuse, la plus attrayante, la moins offensante et la moins clivante possible. D'où l'intérêt, il me semble, à Soft Power, comme ailleurs, de rappeler à chaque fois qu'il est possible de le faire la réalité
matériel de ce qu'a été et de ce qu'est encore aujourd'hui Disney, au-delà de ces discours marketing que certains aiment à appeler des rêves. Et puis, quelle meilleure façon, après tout, que de rendre hommage à Walt Disney, qui répétait régulièrement lors de ses discours ou de ses interviews la phrase suivante, je le cite: « J'aime toujours voir le côté optimiste de la vie, mais je suis suffisamment réaliste pour savoir que la vie est une affaire complexe. » Constatation que je partage, et il me semble que ça coûte pas plus cher de le rappeler. Mais pendant l'élaboration de l'album, non, ça a été vraiment que du plaisir, que du jeu, vraiment, j'ai pris vraiment que du plaisir. Ouais. Il y a un côté, le verso, qui est un peu moins fort que le recto en termes de densité. Donc on a décidé avec le client, en accord avec le client, pour rajouter un peu de force sur le rouge et le bleu. Avec Astérix, on ne laisse rien au hasard et surtout pas les couleurs. Ce qui nous fait dire ça, oui, c'est le bleu rouge de la case raccourci, où on est revenu sur quelque chose de plus orange, plus marron. Alors on a gagné sur les bleus, mais on a perdu sur les rouges. Ici, on s'apprête à imprimer plus d'1 million d'exemplaires d'Astérix. Il vaut donc mieux être sûr de son coup et du bleu des braies d'Obélix. Car remonter une couleur, ça peut en ternir une autre et du coup dénaturer la case, parfois toute la planche. Quand on est à l'UTS... Hier, par Pélénos, c'était la sortie de l'Iris Blanc, le 40e album d'Astérix. Après des mois et des mois de teasing et de campagne marketing savamment orchestrée, malgré une fuite de la couverture début septembre sur Vinted, parce que, pourquoi pas, pour ce nouvel album, on retrouve le monstre Didier Conrad au dessin, dessinateur officiel de la franchise depuis Astérix chez les Pictes en 2013, et on retrouve pour la première fois Fabrice Caro au scénario, Fabrice Caro, Fab Caro, qui avait déjà bossé sur tout un tas de projets avant ça, dont l'excellent Zai 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 en 2015. L'Iris Blanc, c'est donc le nom de ce nouvel album, mais c'est aussi le nom d'une nouvelle école de pensée positive venue de Rome et qui se diffuse de ville en ville jusqu'à progressivement atteindre un petit village de Gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Oui, mais aussi à l'épreuve du temps, puisqu'il faut rappeler à quel point la sortie d'un nouvel album d'Astérix est toujours un événement en soi, un événement économique bien sûr, puisqu'on s'attend déjà à ce que la bande dessinée soit la plus vendue de l'année en France, voire la meilleure vente de livres tout court. On s'attend déjà à réitérer l'exploit du dernier album des 700 000 exemplaires écoulés au premier week-end, mais l'Iris Blanc, c'est surtout un événement culturel et l'un des plus gros moments de soft power culturel français. L'Iris Blanc, c'est 5 millions d'exemplaires déjà imprimés, dont 2 millions pour la France. C'est une mise en vente dans le monde entier, dans une vingtaine de langues et de dialectes, pour ce qui est toujours aujourd'hui la deuxième bande dessinée la plus importante au monde, après que One Piece lui est passé devant en 2008. Puisque je ne vous apprendrai pas qu'Astérix est aujourd'hui un monstre de soft power français, des téléfilms, de brillants films d'animation et de moins brillants films live, c'est vrai, des livres, des podcasts, des vêtements, des figurines, une série animée en préparation pour Netflix et signée Alain Chabat, un gigantesque parc d'attractions tout près de Paris, élu meilleur parc européen de 2023. En voulez-vous, en voilà par Toutatis. Quand Emmanuel Macron se rend en Chine pour sa deuxième visite officielle en 2019 et ainsi négocier un accord de libre-échange, il s'agit bien évidemment aussi de réaliser une opération de soft power français, à l'appui une bouteille de Romanée Conti, bien sûr, des tableaux de Fernand Léger et de Sonia Delaunay, évidemment, pourquoi pas, mais aussi un Guillaume Canet planqué dans la délégation officielle en mission pour le tournage de son futur et invraisemblablement nul Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Objectif affiché, soigner sa relation avec Pékin, établir des contacts avec les autorités du cinéma chinois, obtenir le droit de tourner près de la Grande Muraille et commencer à travailler au corps la possibilité de diffuser le film sur le territoire, un des derniers territoires qui, avec les États-Unis et le Japon, résiste encore et toujours à la folie Astérix. Un blocage qui rappelle aussi à quel point le succès d'Astérix peut avoir été à l'origine le fruit d'une conjoncture tout à fait favorable. Si la bande dessinée doit évidemment une grande partie de son succès à sa très grande qualité d'écriture et à son style précis et énergique lorgnant fortement du côté de l'école de Marcinelle, il ne faut pas oublier que l'importance d'Astérix est aussi facteur de l'histoire, à une époque où la bande dessinée participe d'une imagerie très recherchée d'une France résistentialiste, d'une nation unie dans sa géographie, dans sa culture, bien souvent gastronomique, hashtag on vit vraiment dans un sanglier, et une France unie dans sa lutte contre l'envahisseur étranger, a fortiori une époque où l'extrême droite
se revendiquait d'une filiation avant tout à l'Empire romain, mais à une époque aussi, quelques années après, où avec l'exode rural, l'étalement urbain et le développement de l'industrie agroalimentaire, la France assiste, après la Seconde Guerre mondiale, à la fin de sa paysannerie, se concrétisant par la constitution de tout un tas d'œuvres culturelles à ce sujet et participant de tout un tas d'imaginaires de communautés rurales en lutte, de nostalgie de la campagne et de valeurs qu'on lui associe, face à une inexorable modernité essentiellement polluante, ce qui va très rapidement devenir l'un des leitmotifs des histoires d'Astérix, atteignant un de ses points d'orgue dans l'album Le Domaine des Dieux, où César décidait d'entourer le village gaulois d'un complexe hôtelier, faisant ainsi référence, comme le souligne Nicolas Rouvière dans son Astérix ou les Lumières de la civilisation, à la construction d'un des premiers centres commerciaux modernes ouverts dans les Yvelines en 1969. Astérix renvoyant dès lors à cette imagerie d'un village et d'un visage rassurant, à un moment de nostalgie d'un passé idéalisé, à une ruralité bienvenue, rassurante, magique et bonne à vivre, quoique un peu ruste. D'où le fait que ce nouvel album, l'Iris Blanc, s'attaque désormais à la bienveillance, au développement personnel, au coaching de vie, souvent vu comme des corollaires d'une vie moderne qui ne nous laisse plus que ça. Même s'il faut reconnaître que l'œuvre a un petit peu perdu de sa verve contestatrice et que le propos politique n'est plus désormais qu'un doux vernis qui jamais ne doit trop déborder sur le divertissement. Je reconnais personnellement à l'Iris Blanc que j'ai lu hier soir pas mal de qualités, même si je déplore beaucoup que cette formule Goscinny-Uderzo développée au fil des expériences et au fil des savoir-faire soit désormais devenue un cahier des charges cadenassé qui ne fait que nous renvoyer aux anciennes œuvres. C'est bien dommage. Didier Conrad et Fab Caro méritaient tous deux, il me semble, beaucoup mieux que ça. Bref, soit Astérix, l'Iris Blanc, les gens, c'est sorti hier dans toutes les bonnes librairies et absolument partout ailleurs. Un petit shot de nostalgie que je vous invite à découvrir et à propos duquel vous faire votre propre avis, même si à l'arrivée, plus que jamais et sans surprise aucune, les Gaulois boivent et les Romains trinquent partout à Tis. On a vraiment le temps de paresser comme ça? C'est Satoru qui a proposé cette pause. Mais bon, faut y aller. Satoru, c'est l'heure de partir. Oh, déjà? Le temps passe vite. Si on changeait notre vol pour rentrer demain matin? Hier soir, vous le savez si vous êtes amateur d'animé, c'était l'épisode 14 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, l'adaptation animée du manga éponyme de Gege Akutami, manga le plus vendu de 2022 et qui devrait encore bien se positionner pour cette année, même si ça va être un petit peu compliqué de passer devant Blue Lock cette fois-ci. Un épisode 14 donc qui fait suite à l'épisode de mi-saison de la semaine dernière, mettant en scène le combat entre Yuji et Choso, un affrontement très attendu pour celles et ceux qui suivent la série et le manga de longue date. Et alors que la série événement bat son plein et annonce déjà de belles choses pour sa deuxième partie, chasser le réel, il revient au galop puisque récemment on commençait à se délier quelques langues au sujet des conditions de travail au sein du studio d'animation MAPPA. Alors MAPPA, si vous écoutez régulièrement Soft Power, vous connaissez Wanabe, plus gros studio d'animation japonais, fondé en 2011 par Masao Maruyama, l'ancien fondateur du studio Madhouse. MAPPA, un studio qui s'est illustré ces dernières années par des énormes productions très chères, tout à fait de qualité, il faut le reconnaître, mais surtout produites très vite, dans des délais absolument aberrants, même pour l'industrie de l'animation. Ces œuvres, vous les connaissez, c'est Vinland Saga saison 2, c'est Chainsaw Man, c'est la saison finale de l'Attaque des Titans, c'est Yasuke, c'est Dorohedoro, c'est The God of High School, et bien évidemment, c'est Jujutsu Kaisen, des œuvres bien souvent louées, voire glorifiées pour leur animation de qualité, pour la large place donnée aux réalisateurs, pour le soin apporté aux détails, et vous savez très bien où je vous emmène, parce qu'au-delà des produits aux apparences bien finies, au-delà des vidéos d'influenceurs manga anime qui utilisent le mot passion pour parler poliment de leur conflit d'intérêts, MAPPA s'est aussi fortement illustré ces dernières années par ses conditions de travail épouvantables dont on a déjà parlé à plusieurs reprises dans Soft Power, et cette saison 2 de Jujutsu Kaisen n'a pas dérogé à la réputation d'atelier clandestin du studio, vu qu'il est décrit ainsi par certains de ses animateurs, puisqu'on a appris
appris au début du mois l'existence d'accords de confidentialité massifs que MAPPA faisait désormais signer à son personnel. Alors, des accords de confidentialité, c'est loin d'être une rareté dans le domaine, mais dans ce cas précis, c'est des accords de confidentialité qui sont suffisamment larges pour couvrir jusqu'à l'expression des animateurs et des animatrices au sujet de leurs conditions de travail et de la qualité de leur rémunération pendant la production, puisque comme chacun le sait, si vous ne pouvez pas exprimer un problème, c'est qu'il n'y a pas de problème, bien vu. Sauf que la révélation de l'existence de tels accords de non-divulgation a fait un peu traîner de poudre sur les réseaux sociaux où de nombreux animateurs et de nombreuses animatrices ont échangé à propos de leurs conditions de travail et des processus de production, en tout cas pour Jujutsu Kaisen saison 2, sans le dire directement, bien sûr, accord de non-divulgation oblige, mais tout le monde a bien compris parce que ça ressemblait à un truc du genre alors je peux pas dire sur quoi je travaille, mais c'est dans un studio aux conditions éclatées qui a le même nom qu'un assureur dédié aux professionnels de l'alimentaire, et je bosse sur un animé en ce moment qui commence par Juju et qui finit par Kaisen saison 2. Bref, c'était plutôt clair. Jujutsu Kaisen saison 2, une production MAPPA massive, démarrée très tôt, a-t-on appris, sans avoir réellement bénéficié de pré-production, ce qui fait que les longues premières semaines se sont faites beaucoup au pif, avant que la moitié des producteurs et du personnel soient envoyés vers d'autres projets, l'anime Chainsaw Man en tête, en plein milieu de la production, laissant les survivants et les survivantes surchargés de travail, des conditions qui ne sont pas sans rappeler à celles qui avaient été décrites et dont on avait déjà parlé de la production de l'Attaque des Titans, ou d'immenses phases de crunch, une direction erratique qui pousse à retoucher encore et encore des dessins parfois non rémunérés, des salaires absolument ridicules même par rapport à la moyenne de l'industrie déjà ridicule, et un environnement de travail toxique avait déjà été pointé du doigt à l'époque. Souvenez-vous par ailleurs de ce tweet de Teruyuki Omine, réalisateur de certains épisodes de la saison finale de l'Attaque des Titans, où celui-ci exprimait son bonheur de rentrer chez lui pour la première fois en 3 jours, un tweet qui avait mystérieusement été supprimé quelques heures après un gigantesque bad buzz mettant la pression sur le studio MAPPA. Et comment MAPPA a travaillé depuis sur la question, je vous le demande, vous l'avez dans le mille, en établissant des accords de confidentialité très larges qui permettent de mettre beaucoup de choses sous un tapis au rabais, d'où un front de résistance sur les réseaux sociaux qui, à l'heure où je vous parle, a un petit peu tendance à désemplir devant les retraits, les uns après les autres, des tweets contestés. Je me demande vraiment pourquoi un hashtag Détective Conan version Wish, quand bien même ces tweets posent de vraies questions de fond saines pour toute l'industrie, comme ce tweet d'Itsuki Tsuchigami, un animateur de renom ayant travaillé sur Mob Psycho 100, sur Chainsaw Man, sur Fate Apocrypha, qui posait ça tranquille, je le cite. Et si au lieu de demander aux gens de s'engager à éviter les plaintes, vous créiez un environnement duquel ils ne se plaindraient pas, Alors oui, le c'est moi qui l'ai rajouté, mais vous avez saisi l'idée. Bref, des conditions de travail apocalyptiques qu'on rappelle régulièrement dans Software et qui ne devraient pas s'améliorer, notamment du fait de la réforme de la taxe sur la consommation, dont on a également parlé dans un ancien numéro et que je vous invite à réécouter si vous voulez en savoir plus, et qui devrait, notamment pour simplifier, fortement peser sur la capacité des animateurs et des animatrices à refuser un travail, ce qui est d'autant plus dramatique que c'est surtout les jeunes animateurs et les jeunes animatrices qui vont être touchés de plein fouet, et que ce sont déjà eux et elles qui sont largement sous-payés par rapport à la moyenne nationale, le tout dans une industrie qui, comme le précise la JANICA, l'association japonaise des créateurs d'animation, s'est structurée entièrement autour d'eux, puisqu'aujourd'hui la majeure partie du travail de dessin et d'animation de l'industrie japonaise est réalisée par des jeunes d'une vingtaine d'années, qui sont de loin celles et ceux le plus touchés par la précarité, vous l'aurez compris, a fortiori chez MAPPA, qui a cette réputation de lessiver les jeunes pousses sous couvert de leur permettre de se bâtir une réputation avant que ceux-ci et celles-ci partent ailleurs. Dommage que cet ailleurs soit littéralement un hôpital. Et d'ailleurs, parlons-en un petit peu de cette fameuse JANICA, cette organisation à but non lucratif dont l'objectif est précisément l'amélioration des conditions de travail des travailleurs et des travailleuses de l'industrie d'animation japonaise. Organisation dans laquelle on retrouvait par ailleurs feu Satoshi Kon, un génie compte double. Organisation qui précisément travaille à fournir pour le moment des chiffres plus précis sur l'état de l'industrie et ses conditions de travail, et qui parfois dans son mouvement peut faire penser à l'élaboration d'un proto-syndicat dans une industrie de 19 milliards de dollars annuels, très atomisée et très précaire, à milieu d'une culture syndicale, et où le pessimisme et on peut rien y faire sont aussi nombreux que les nouveaux projets annoncés par MAPPA chaque année. Un peu d'espoir quand même les gens, puisque en juin dernier, la Nippon Anime and Film Culture Association
Association a été fondée pour s'attaquer elle aussi aux problèmes de l'industrie, à commencer par ses interminables heures de travail et ses bas salaires. L'association travaille sur tout un tas de trucs absolument nuls, mais elle prévoit quand même pour les prochains mois de plancher sur des débouchés politiques assez problématiques, ce qui devrait, je l'espère, donner un peu de synergie aux actions locales et aux actions d'Ajanica, même si j'aurais tendance à être un petit peu sceptique quant à leur réelle capacité d'action. Bref, en attendant, et malheureusement, rien de bien positif et de nouveau chez Mappa, bien au contraire, une nouvelle situation qui remet en lumière ce dont on ne parle jamais assez et qui devrait pourtant être un rappel absolument constant, il me semble, à chaque nouvelle bande-annonce, à chaque nouveau poster, à chaque nouveau teasing des œuvres Mappa. C'est seulement dommage que pour beaucoup dont la voix porte 1 milliard de fois plus que la mienne, la passion pour une œuvre ne se double pas de la passion pour celles et ceux qui la font. Voilà, c'est la fin des news de cette semaine, une semaine très animée, comics and game, comme vous avez pu le constater, alors qu'on aurait pu parler, il est vrai, de tout un tas d'autres choses. On aurait pu parler de l'annonce par TikTok ce mercredi de son tout premier festival de musique, le TikTok In The Mix, en partenariat avec Tickets.com. Ça aura lieu aux États-Unis le 10 décembre prochain, et ça en dit long sur les velléités de la plateforme d'élargir son emprise sur les pipelines de production de la musique. On aurait pu parler de Mattel qui a vu une augmentation de 9% de ses ventes sur un an grâce au succès du film Barbie. Ça alors, quelle coïncidence, bravo à eux, bravo, c'était inattendu. On aurait pu continuer de parler de Nintendo et notamment des actions ces derniers jours de la firme, du plombier moustachu quant aux réseaux sociaux d'un côté avec un renforcement du contrôle pour atteinte aux droits d'auteur et de l'e-sport de l'autre côté avec l'édiction de tellement de règles et de limites quant au cash prize, quant au nombre de participants, quant aux possibilités d'apporter des versions modées, qu'il n'est pas impossible que l'e-sport des jeux Nintendo s'éteigne tout simplement dans les prochains mois. J'y reviens dans quelques minutes. J'aurais pu vous parler de cet énorme recours collectif de 41 États et du district de Columbia contre Meta pour des préjudices présumés causés aux jeunes utilisateurs du fait de ses fonctionnalités addictives et pour avoir aussi intentionnellement induit son public en erreur quant à la sécurité de sa plateforme. J'aurais pu vous parler de la baisse observée, je vous jure que c'est pas une blague, de la baisse observée du nombre de films de Noël cette année, principalement par volonté des studios de prévenir les conséquences de la grève des scénaristes et des acteurs et actrices d'Hollywood et ainsi mieux gérer vous le comprenez bien, la répartition de leur production sur les prochains mois. C'est pas grave, ce sera l'occasion de regarder Maman j'ai raté l'avion et Piège de cristal pour la 100e fois. J'aurais pu vous parler de cette autobiographie de Britney Spears qui fait beaucoup parler d'elle et qui devrait lever le voile sur ses longues années de tutelle. Je vous en reparlerai peut-être si je trouve le temps d'y jeter un œil attentif. J'aurais pu vous parler d'une aide financière massive en Autriche pour les programmes d'incitation au cinéma et à la télévision. J'aurais pu vous parler des vagues de licenciements du studio Media Molecule. J'aurais pu vous montrer la bande-annonce de Squid Game The Challenge, le jeu télé-réalité issu de la série coréenne à succès, mais c'était vraiment au-dessus de mes forces. J'ai encore la marque de doigt d'honneur de Netflix ici incrustée, ça fait mal. J'aurais pu vous parler du partenariat entre Hybe et le jeu vidéo Overwatch 2 pour l'emploi du groupe Le Seraphim, mais comme il se fait déjà tard les gens, je vous propose d'attaquer sans plus attendre les recommandations de la semaine, des recommandations, une fois n'est pas coutume, encore 100% jeux vidéo. Très contradictoire car en vérité, plus une immersion est réussie, moins le joueur s'en rend compte. Au même titre que des décors de films qui doivent donner l'impression de vrais lieux, l'immersion doit être réussie au point de devenir un non-sujet. Une clause bien camouflée, un détail dont le but est de ne pas être découvert. Malgré que cette technique soit l'une des plus reconnues pour bâtir un monde où la dite immersion est réussie, il existe une autre technique pour créer une ambiance et plonger le joueur dans une expérience unique. C'est une technique qui a servi à sublimer des tonnes de jeux dont on va parler dans cette vidéo, en expliquant pourquoi. Cette technique, c'est la solitude. Vaste sujet que celui de la solitude dans le jeu vidéo, a fortiori si on aborde celle-ci selon le point de vue du joueur ou selon le point de vue du développeur ou selon le point de vue du chercheur, des jeux qui traitent frontalement la question à la Sea of Solitude, inspiré par l'expérience de sa créatrice après une rupture amoureuse, aux jeux en ligne qui proposent littéralement de combattre votre isolement. Les angles pour aborder la question sont immenses et cette semaine c'est la chaîne Mido qui s'y colle avec cette vidéo sobrement intitulée « Le jeu vidéo monde de solitude », une occasion pour le vidéaste de s'intéresser aux jeux qui utilisent cette solitude enveloppante dans Shadow of the Colossus pour mieux vous connecter au colosse qui la vivent autant que vous, mais aussi qui utilisent cette solitude comme un obstacle à surmonter, comme dans Elden Ring, où un monde entier vous est constamment hostile, comme dans la vraie vie par ailleurs. Par ses choix de lieux,
Par son montage, la vidéo suggère davantage des solitudes plutôt qu'une solitude. Et si le sujet mériterait bien évidemment d'aller beaucoup plus loin que la vidéo ne le fait, c'est un petit voyage solo en terre inconnue, bien loin d'être déplaisant, que propose cette vidéo, à écouter au casque de préférence. Le jeu vidéo Un monde de solitude, c'est sur la chaîne de Mido. Les tournois à moins de 200 joueurs offline, moins de 300 joueurs online ont des restrictions, des grosses restrictions. Plus de cash prize, les tournois ne doivent pas dépasser un certain prix et ne doivent pas rapporter d'argent à qui que ce soit, surtout les TO. Il y a le droit d'avoir des goodies à la fin, donc des amiibo, voilà, mais pas d'argent pour ceux qui gagnent. Pas le droit de mode, pas le droit d'utiliser le nom Smash Bros dans le titre. C'est la grosse galère, et si jamais tu fais plus de 200 joueurs, il faut la licence Nintendo. Tu peux t'associer à aucune marque. Les gens, un peu plus tôt dans le melting pot de news de cette semaine, je vous parlais du fait que Nintendo s'était largement engagé ces derniers jours sur la question e-sport, et pas dans le meilleur sens du terme. Plus le droit de vendre à boire et à manger, plus de cash prize, plus la possibilité d'avoir des sponsors, c'est pas une blague. Interdiction de concourir sur des versions modifiées des jeux ou d'organiser quelque événement que ce soit sans l'accord préalable de Nintendo. La liste est longue et beaucoup plus longue que ce que je viens de vous évoquer, et les effets potentiellement délétères et dévastateurs pour les scènes e-sport des différents jeux Nintendo, Super Smash Bros en tête. Et Super Smash Bros, parlons-en, puisque cette semaine, Gluttony, toujours considéré comme un des joueurs, si ce n'est le joueur européen sur Smash Bros Ultimate, nous en parle directement en analysant les nouvelles guidelines de Nintendo. Et je veux pas vous spoiler la vidéo, mais c'est encore pire que ce que j'imaginais en voyant simplement la news, et ça fait vraiment mal planer pour l'avenir des grandes scènes de compétition e-sportive chez Nintendo. L'e-sport Smash Bros est-il fini? C'est la question que se pose Gluttony cette semaine sur YouTube, et la réponse risque de ne pas trop vous plaire. Ça permet cependant, avec cette loupiote qui s'éteint, de rappeler que l'un des trucs qui est brandi notamment par les employés mécontents de chez Ubisoft Montréal, c'est vous nous avez permis effectivement de nous mettre assez loin, peut-être même de nous débarrasser de nos moyens de transport, etc. Et il y a un côté un peu, vous avez vu les locaux d'Ubi Montréal et vous avez vu à quel point en fait vous avez pas pris le temps de retravailler maintenant sur les questions de nuisance sonore. J'irai pas jusqu'à dire foot, ça va. Et probablement un happiness officer. Foot et de la machine à popcorn. Mais c'est vrai que pendant ce temps-là, ces grands locaux que oh là là ça coûte cher parce qu'ils sont pas ils sont pas utilisés, bah, ils ne sont plus effectivement à des normes qu'on a appris à faire nôtres en termes de bruit, en termes de confort de travail. Pour les gens, encore une fois, je préfère le préciser, mais c'est pour les gens qui ont un endroit cool pour télétravailler. C'est le but. Origami, un nouveau média indépendant du jeu vidéo, a lancé sa première vraie émission régulière cette semaine, son Origami Hebdo numéro 1. Une émission d'actualité jeux vidéo, mais pas que. Le tout après une campagne Ulule à succès qui avait rapporté plus de 200 000 € et qui avait surtout permis de débloquer tout un tas de contreparties, souvent équivalentes à de nouveaux programmes qui seront lancés dans les semaines à venir. Ça fait très envie. Au micro de cette première hebdo, Gauthier Andrès, Héloïse Linossier, Florian Velter, Sylvain Tastet et Kevin Sicurel pour discuter actualité du jeu vidéo, de départ, de Gundam, de grosses douillasses chez Roblox Corporation, avant d'inviter Marion Bariachi, journaliste jeu vidéo, pour parler de son parcours, mais aussi de tout un tas de thématiques assez passionnantes, notamment quant à la question des traitements des jeux vidéo dans les grands médias. Sans surprise, l'émission est une réussite, absolument feel good. Il y a un petit côté podcast jeux vidéo à l'ancienne qui est très loin d'être pour me déplaire, c'est 100% recommandé et je vous invite à découvrir tout le travail de la team Origami pour cette première. C'est sur YouTube et sur Twitch que ça se passe, lien comme d'habitude en description. C'est tellement... Oh là là, regarde ça. Et il y a même les doubles dialogues. Elle est mieux que ça. C'est-à-dire que... Allez, tu sais quoi, je me pose juste 2 secondes pour vous dire un peu ce qui s'est passé, parce que vous le savez, dans le jeu, il y a le mode wingsuit, et on avait 3 niveaux de... Tais-toi, Maïs, je parle. On avait 3 niveaux de hauteur. On avait le statique, comme ça, sur l'eau d'un immeuble. Exactement. Juste après, quand on se balance, et on avait le 3e niveau où il fallait hurler en wingsuit. C'est ça. Et ça, c'était un truc de fou. Et avec Kevin qui a dirigé, je suis sûr qu'il est là. Kevin, on passe le bisou. Normalement. On passe le bonjour. Oh là là. Attends. Une longue vidéo de gameplay de la grande sortie jeu vidéo de la semaine aux côtés de Super Mario Bros Wonder
Marvel Spider-Man 2 sur PlayStation 5, un jeu quintuple A produit par le studio Insomniac et qui est déjà en train de taper tous les records chez Sony. Et quoi de mieux pour découvrir le jeu et une partie de l'envers de son décor que de suivre une longue séquence de jeu menée par les voix françaises de Peter Parker et de Miles Morales, interprétées respectivement par Donald Renew et Grégory Le Rigab, qui vont se faire plaisir à manipuler les hommes araignées tout en racontant des anecdotes d'enregistrement comme vous venez de l'entendre. Si je vous recommande cette vidéo cette semaine, c'est aussi pour vous recommander l'entièreté de la chaîne de Donald Renew, qui traite souvent de ces questions de doublage avec des invités. Il y avait eu, il y a quelques semaines, une très chouette émission avec l'entièreté du cast de l'adaptation française de One Piece. Il y avait eu aussi, il y a quelques jours, la même chose avec le cast de Sex Education de Netflix. Ça permet de s'immerger dans ce monde encore trop peu connu, il me semble, hein, malgré le travail important de vidéastes et de certains comédiens et comédiennes pour le faire découvrir. Et autant commencer manette en main avec cette vidéo de présentation de Marvel Spider-Man 2 sur PlayStation 5. La VF de Spider-Man and Miles Morales joue à Marvel Spider-Man 2, quel titre à rallonge. C'est sur YouTube que ça se passe, les gens. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de Soft Power, sauf maladie, impromptu ou fin du monde. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, vendredi prochain de 10h à midi sur Twitch, et avec le changement d'heure de mon côté de 18h à 20h si je ne me trompe pas, ce qui ne m'arrange pas du tout, mais c'est pas grave, on s'accroche. Et si vous n'êtes pas disponible, vous le savez comme d'habitude, que ce soit pour le numéro d'aujourd'hui ou pour les précédents, vous pouvez retrouver l'émission en format podcast, entre autres sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple Podcast, mais aussi en VOD sur YouTube, sur la chaîne Lex Tutor VOD. Tous les liens en description avec le TikTok, l'Instagram et le Discord. Venez passer la tête. Plus on est de fous, plus on est de fous. Si l'émission vous a plu, n'oubliez pas également le soutien financier hein, sur la page Patreon, le sub à la chaîne Twitch et le soutien tout court par votre simple présence pendant les lives ou par vos commentaires, vos pouces bleus, vos étoiles, vos recommandations. Hein. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à la recommander si vous pensez qu'elle peut être également appréciée par d'autres. Je vous remercie bien sûr d'avoir été présent et présente aujourd'hui une nouvelle fois pour ce nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée des terres du milieu, à l'exception de toutes les autres. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi, de 10h à midi. Ça change pas de votre côté pour un nouveau numéro. Et en attendant, comme toujours, prenez soin de vous, des gens qui vous entourent. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!